Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un format un peu podcast, un peu émission, un peu vidéo, un peu live Twitch, puisque nous sommes en direct sur twitch.tv/Mordren. Le lien est dans la description. Vous êtes sur Pop News numéro 0, c'est un pilote. J'avais envie de faire avec vous une petite émission sur la pop culture, sur le cinéma, les séries, probablement un petit peu moins les jeux vidéo. Aujourd'hui, cette semaine, s'est passé la Comic-Con 2022. Du coup, je voulais faire un gros récap avec vous sur cette Comic-Con, cette nouvelle édition. Ça fait 3 ans en fait que la Comic-Con était attendue en physique depuis 2019. Ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait pas eu de vraie édition de la Comic-Con. Et il s'est passé pas mal de choses, je voulais faire un récap avec vous. Mais avant ça, on va avoir une petite partie actualité qui n'est pas forcément liée à l'actualité Comic-Con, mais vous verrez, il y a quelques petites choses à raconter en dehors de la Comic-Con cette semaine, qu'on va partir tout de suite. Là-dessus, c'est Pop News. Incroyable. Ce titre est certainement appelé à changer, je vous préviens. J'ai complètement inventé ça sur le moment. Première news que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine, vous voyez juste en dessous, il y a le chat. On a Will et Abigail qui sont dans le chat, bien gentiment, en train d'écouter mes palabres et moi qui va divaguer pendant probablement plus d'une heure, j'en suis désolé. Nous voici avec la première news que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine, le spin-off de The Boys. The Boys, qui est une série de super-héros un peu trash sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, qui a été vraiment accueilli avec succès sur ses 3 premières saisons. La saison 4 a d'ailleurs déjà été annoncée. On le savait que The Boys travaillait sur un nouveau spin-off en live action. Pourquoi je dis nouveau ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu un spin-off en animation qui s'appelait The Boys Presents Diabolical, qui est déjà sorti d'ailleurs sur Amazon Prime Video, si vous voulez le regarder. Et on n'avait pas encore le titre de ce spin-off de The Boys, et ce spin-off de The Boys a désormais non seulement un titre, mais aussi un casting. Alors le casting, je vais pas vous le faire en déroulé en intégralité, parce que il y a pas mal de gens qu'on connaît pas trop, puisque en fait le pitch de ce spin-off de The Boys, c'est en réalité l'université des super-héros. Façon The Boys évidemment, donc il va y avoir du sexe, de la violence, des tripes, tout ce que vous voulez, tout ça boosté aux hormones, puisqu'évidemment nous sommes à l'université. Donc voilà. On nous promet en tout cas que ce spin-off aura tout ce qu'a la série originale. Attendons de voir. On sait qu'a priori, si l'on en croit la vidéo qui a été postée sur Twitter ces derniers jours, le 15 juillet pour être précis, a priori ils sont déjà en train de tourner. Donc potentiellement ça sort en 2023. On sait que la saison 4 de The Boys tourne fin 2022. Donc probablement disponible courant voire fin 2023 sur Amazon Prime Video, comme d'habitude. Ça s'appelle donc Gen V. Je crois pas l'avoir dit alors que je vous présente la news comme étant le truc. Ça s'appelle Gen V, donc Gen V, V pour Vote. Vote qui est donc l'entreprise qui gère de main de maître la communication des super-héros dans l'univers de The Boys. Et voilà, évidemment, il y aura probablement pas mal de choses à découvrir sur cet aspect, en fait, de The Boys qu'on ne connaissait pas encore précédemment. Ça s'appelle Gen V. On n'a pas encore de date sur ce spin-off. Je voulais parler un petit peu d'autre chose. Je voulais parler d'une annonce de casting. Casting, Peter Dinklage qu'on connaît évidemment pour Game of Thrones, dans lequel il a joué pendant 8 ans le personnage de Tyrion Lannister, le frère de la fratrie, un des 2 frères de la fratrie Lannister dans Game of Thrones. Il a été recruté sur le préquel de la saga Hunger Games. Hunger Games, donc le nom de ce préquel, c'est la balade des oiseaux et des serpents. C'est, me semble-t-il, une adaptation du roman du même nom.
dans lequel on va s'intéresser à la période de la jeunesse du président Snow. Donc le président Snow que vous avez vu dans la saga Hunger Games, qui est donc à la tête de l'État de Panem et qui organise du coup les Jeux de la Faim. Et donc du coup ce préquel va s'intéresser donc à sa jeunesse. Il a à peu près 18 ans durant le film / le roman. Et il devient en fait le mentor d'un des tribus du district 10 durant cette intrigue-là. Il ne me semble pas que le nom du personnage que joue Peter Dinklage est connu. En revanche, on sait que le jeune Snow est joué par Tom Blythe, que je ne connais pas. On trouve également Rachel Ziegler dans le rôle de Lucy Gray Baird. Je connais pas hein, le film, je suis désolé. Le livre, je suis désolé. Et peut-être que les fans sauront de qui ça s'agit. Rachel Ziegler qui a notamment explosé face au grand public dans le remake de West Side Story par Steven Spielberg. Voilà pour cette petite news. J'avais une autre news à vous proposer, c'est le fait que la partie 2 de Dune par Denis Villeneuve a commencé son tournage. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle également, c'est que le casting s'agrandit, avec notamment des acteurs que vous connaissez probablement, notamment Florence Pugh, qui, vous l'avez vu dans Midsommar probablement, vous l'avez vu également probablement dans Black Widow et dans la série Hawkeye sur Disney+. Il faut que je boive parce que je suis déjà en train de m'étouffer. On trouvera également comme nouveauté au casting Léa Seydoux, la française qui s'exporte vraiment beaucoup aux États-Unis. Voilà Léa Seydoux dans Dune partie 2. On trouvera également Christopher Walken et Austin Butler que vous avez peut-être vu récemment dans le biopic sur Elvis Presley. Voilà, c'est la partie 2, vous le savez, Dune partie 1, qui s'appelait juste Dune en fait, hein, sur les affiches. Est sorti du coup en fin d'année dernière, est toujours réalisé par Denis Villeneuve, s'arrêtait quasiment trait pour trait au milieu du premier roman Dune. Donc il était tout à fait logique de s'attendre à une suite. Voilà, cette suite elle sortira en 2023. Je crois que l'article précise exactement quand, le 17 novembre 2023. Donc il est probable que le film sorte en France le 15 novembre 2023. C'est assez standard. Voilà, donc tout ça pour vous dire que en réalité le film a été décalé, il devait sortir le 20 octobre 2023 aux États-Unis, il a été décalé pour sortir sur le slot de Thanksgiving, qui est très porteur comme week-end aux États-Unis, bien évidemment. Autre petite news, dernière news d'ailleurs que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine, c'est le spin-off de Sans un bruit. Sans un bruit, c'est comme ça qu'on le dit en français, A Quiet Place en anglais. Le film de John Krasinski, les films de John Krasinski s'offriront un spin-off très prochainement. On a désormais un titre pour ce film, ça sera A Quiet Place Day 1, Sans un bruit, jour 1. Et le film sortira le 8 mars 2024, il a été décalé, lui aussi. Il devait sortir en septembre 2023. On n'en sait pas grand-chose hein, sur ce film, en dehors du fait que, vraisemblablement, si on comprend son titre, c'est que il va s'intéresser au début de la grande problématique de Sans un bruit. Sans un bruit, c'est un diptyque de films thriller / horrifique dans lesquels, en fait, les humains doivent cohabiter avec des créatures étranges qui sont extrêmement sensibles au bruit. L'idée, c'est évidemment pour eux de vivre sans faire, en faisant le moins de bruit possible. Et voilà, le fait que le spin-off soit basé sur le jour 1, probablement, on va probablement s'attendre à un film plus ou moins catastrophe, où les humains apprennent la menace qui est alentour, tout simplement. Donc, a priori, c'est pas John Krasinski qui réalisera, puisque c'est Michael Sarnowski, que je ne connais pas non plus. Mais voilà, A Quiet Place Day 1, ça sortira en 2024, et c'est prévu du coup le 8 mars.
tout simplement. Voilà pour cette petite séquence sur les news. Sur les news de la semaine qui sont hors sujet principal de la semaine. Moi j'ai fait 10 minutes sur les news, je suis plutôt content, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de temps à dédier sur tout le reste. Et tout le reste, cette semaine, c'est un gros récap de la Comic-Con 2022. Parlons-en. La Comic-Con 2022 était très attendue puisque c'est la première en physique depuis 2019. 2020 et 2021 avaient été des années marquées par le Covid. Cette année, a priori, on s'en fout un peu plus du côté des États-Unis. Du coup, voilà, c'est une vraie Comic-Con qui nous attendait aux États-Unis, du côté de San Diego, bien évidemment. Vous vous doutez que j'ai fait le trajet pour vous de l'autre côté de l'Atlantique pour vous donner les meilleures news de cette Comic-Con. C'est faux, mais je vais vous faire quand même un petit récap. Un récap qui s'annonce un peu fatos. Il faut que je boive. Je vais commencer par les annonces un petit peu de ci, de là, et ensuite on va passer aux grosses annonces des gros studios, des grosses séries, des blockbusters annoncés pour les prochaines années, les prochains mois. Première news sur laquelle j'avais envie de revenir avec vous, c'est tout simplement la confirmation du premier film Avatar en animation. Vous le savez, il y a eu une espèce de schmilblick entre Netflix et les adaptations live d'Avatar, le dernier maître de l'air. Les showrunners qui devaient s'occuper de cette série d'animation, de cette série live action pour Netflix sont partis et ont créé les studios Avatar à l'intérieur de Nickelodeon. Et leur tâche principale, ça va être de réaliser au moins 3 films d'animation qui vont sortir au cinéma dans l'univers d'Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air. Il faut que je le précise, puisque si je dis Avatar, parfois on peut éventuellement s'imaginer que je parle des Schtroumpfs de James Cameron. Ce n'est pas le cas. Là, on parle bien d'Avatar, comme vous le voyez à l'écran. Ce premier film qui, pour l'instant, n'a pas encore été nommé, on a appris durant la Comic-Con 2022 son sujet. Son sujet sera le gang, en fait, Dang. Le gang, comme me dirait Slash Film. Donc on va retrouver en fait la plupart des personnages de la série d'animation qui a connu 3 saisons. Et cette fois, en fait, au lieu d'avoir une réinterprétation de ce qui s'est dit pendant les films, pendant la série, pardon, les 3 premières saisons, on aura en fait l'exploration d'une séquence après la série d'animation, au moment où les personnages sont jeunes adultes. Donc on retrouvera bien sûr Aang, mais aussi ses potos, à une période du coup que l'on n'a pas connue entre Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra. Donc plutôt intéressant. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de date de sortie. Mais c'est plutôt intéressant en tout cas de voir que ça avance de ce côté-là et que la licence a toujours envie de prendre son envol et de devenir une espèce de licence qui s'étend. En tout cas, ça a l'air d'être très clairement l'objectif. Voilà pour cette première news. Une deuxième news. Alors, il y a pas mal de choses il faut que je précise aussi. Évidemment, je peux pas vous retransmettre les trailers qui ont été balancés durant la Comic-Con pour des raisons de droit et pour éviter d'avoir des copyright claims sur et ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Pour des raisons évidemment de droit à l'image, de droit de copyright, mais aussi pour des raisons de musique. Très souvent, les trailers de films et de séries sont rythmés par des morceaux connus, parfois très connus. Et donc évidemment,
vous doutez bien que je ne peux pas prendre le risque de vous les retransmettre, même si ça serait beaucoup plus sympa, en tout cas à l'image, de vous les montrer. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'allais vous parler notamment du trailer de John Wick 4. John Wick chapitre 4 qui a été présenté durant la Comic-Con, dans lequel évidemment on retrouve ce bon vieux Keanu Reeves qui reprend évidemment les rênes de la franchise. Vous savez que John Wick c'est une saga de films d'action portée par Keanu Reeves qui a vraiment frappé très fort, et pour le coup c'est vraiment le cas de le dire, dans le monde du cinéma d'action, et qui a vraiment réinsufflé une espèce de nouvelle jeunesse à ce genre, et a montré qu'on pouvait faire du cinéma d'action en y allant vraiment à donf, et ça a montré également qu'il y avait le potentiel dans John Wick de faire une vraie licence. Alors depuis, on a eu 2 autres films, John Wick 2 et John Wick 3, Parabellum, et désormais on aura un John Wick 4 qui a été tourné durant la période Covid et qui sortira en 2023 de mémoire, le 24 mars 2023. On y retrouve évidemment Keanu Reeves, ce bon vieux Keanu, Neo pour les intimes, mais aussi les habitués de la saga, dont Lawrence Fishburne, et un certain nombre d'autres, dont j'ai plus le nom là tout de suite, mais aussi des petits nouveaux, dont Donnie Yen, un grand du cinéma d'arts martiaux hongkongais, mais aussi Bill Skarsgård, que vous connaissez probablement si vous avez vu ça, partie 1, et ça, partie 2 récemment. Vous retrouverez également le grand acteur japonais Hiroyuki Sanada, qui est un des nouveaux de la franchise. Voilà, John Wick chapitre 4, j'ai très envie de vous cliquer là sur play, mais je ne peux pas, donc désolé pour ça. Mais en tout cas, voilà, ce film, toujours réalisé par Chad Stahelski, qui était également derrière la caméra sur John Wick 2 et 3, je ne sais plus s'il a réalisé John Wick 1. Bref, ça c'est John Wick, chapitre 4. On va passer très très vite sur cette annonce suivante, parce que je m'en tape un peu, 1, et 2, j'y connais rien. Donc je vous le dis juste, je l'ai mis dans la playlist que je vais vous mettre en description de cette vidéo. J'ai fait une petite playlist en fait avec tous les trailers que j'ai pu retrouver sur YouTube, pour vous faire une playlist des trailers que vous pouvez voir si vous êtes intéressé sur les trailers qui sont sortis de cette Comic-Con. Mais il y a également un trailer de Teen Wolf, le film. Donc un film pour donner suite à la série Teen Wolf. Voilà, j'ai jamais regardé Teen Wolf. Je vous mets ça pour être exhaustif. J'y connais rien. Peut-être qu'il se passe des choses intéressantes. Franchement, si vous êtes fan, respect. Moi, enfin, genre, il y a aucun... franchement, il y a rien. Genre, j'ai que du respect pour les gens qui aiment Teen Wolf. C'est juste que j'ai jamais regardé. Je voulais juste vous le poser là, parce que, bah, évidemment... je voulais être exhaustif, mais sinon, voilà, ça résonne pas avec moi. Donc de temps en temps, évidemment, je vous présenterai des trucs qui résonnent pas avec moi, mais peut-être que vous, ça vous intéresse. Et effectivement, comme le dit Abby, c'est évidemment totalement mon kink. On va passer à la suite. Alors, du loup-garou, on va passer au vampire, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais sachez qu'une nouvelle adaptation de l'entretien avec un vampire est prévu sur AMC à la fin de cette année, et ce sera une série, donc le roman d'Anne Rice qui se réadapte désormais sur le petit écran, et on a eu un trailer que je vous mettrai évidemment dans la description, dans cette fameuse playlist dont je vous parle. Au casting, on retrouve Jacob Anderson, que vous reconnaissez peut-être puisque vous l'avez vu en tant que vert gris, dans le rôle de vert gris dans la série Game of Thrones, bien évidemment, le bras droit de Daenerys Targaryen. Donc il va jouer le rôle de
Louis de Pointe-du-Lac dans donc c'est le rôle de Brad Pitt dans la première adaptation filmée qui est sortie dans les années 90. Et face à lui, on verra un certain Sam Reed qui jouera le rôle du vampire Lestat, qui pour le coup là était le rôle de Tom Cruise dans la première adaptation sortie à la fin des années 90. Sam Reed pour le coup un acteur qui a joué dans des trucs que je ne connais pas, des trucs assez mineurs, donc peut-être que c'est son premier grand rôle. La bande-annonce est plutôt pas mal. Alors je suis pas certain que je vais regarder, mais ça a l'air sympathique. La date de sortie, si ça vous intéresse, aux États-Unis, est prévue pour le 2 octobre 2022. Il se trouve que c'est me semble-t-il, la date de sortie de Walking Dead, le final de la saison 11, donc de la finale de la saison finale. Si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que dit le Hollywood Reporter, donc on va essayer de leur faire confiance, évidemment prévu sur AMC en direct et sur AMC+, la plateforme de streaming d'AMC. En France, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que ce sera diffusé. Ça, à ma connaissance, ça n'a pas encore été annoncé. Là, on va parler d'un truc qui va plaire à Will. On va parler un petit peu de Star Trek. Star Trek qui, comme chaque année, était présent en force dans le Hall H de la Comic-Con. La saison 3 de Star Trek Picard s'est présentée rapidement dans un petit teaser dans lequel on n'a pas vu des images de la série, mais on a vu des images des anciens de Star Trek The Next Generation en costume pour Star Trek Picard, parce que vous savez que Star Trek Picard était évidemment centré autour du personnage de Jean-Luc Picard, joué par Patrick Stewart. Et on n'a pas vu beaucoup des anciens de Next Generation dans la série, qui est diffusée en France sur Amazon Prime Video. Ce sera le cas dans la saison 3 qui est la saison finale. La saison finale qui est prévue pour 2023 sans plus de précision. Voilà, dans ce court teaser, on voit notamment LeVar Burton, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs que je ne connais pas, puisque moi pour le coup j'ai pas vu Star Trek Next Generation. Mais voilà, ils sont de retour. Vous le voyez ici, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis et Brent Spinner, ainsi que Will Wheaton qui était déjà dans la saison 2, me semble-t-il. Bref, tout ça pour dire que... ouais, bah oui, ça c'est... Pour le coup, tu vois, Star Trek, c'est compliqué. Hein. J'ai vu tout ce qui est la série de films avec Kirk. J'ai pas vu la série originale Star Trek parce qu'il y a trop de trucs, mais après il va falloir que je fasse Next Generation. Moi pour le coup Star Trek, mon point d'entrée c'était les films avec William Shatner, et ensuite ça a été Star Trek Discovery que j'aime beaucoup. Il faudra d'ailleurs que je poursuive parce que je crois que je suis au milieu de la saison 3, et il paraît que Star Trek propose vraiment beaucoup de choses très intéressantes en ce moment du côté du streaming sur Paramount+, puisque vous le savez, Star Trek au cinéma, c'est un petit peu en pause pour l'instant, même si on parle d'un 4e film avec Chris Pine et compagnie. J'avais bien aimé les trois films Star Trek nouveaux, mais bon, visiblement ça n'amenait pas à un 4e film. On attend de voir cependant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu un gros panel Star Trek autour notamment de Star Trek Picard, et que ça a été plus ou moins vécu comme une espèce de Comic-Con d'adieu pour Patrick Stewart qui était présent dans le Hall H de la Comic-Con de San Diego. Il en a profité d'ailleurs pour remercier grandement les fans et la Comic-Con en elle-même de lui avoir évidemment montré tout leur soutien pendant autant d'années, évidemment en tant que Jean-Luc Picard, mais aussi en tant que Professeur X dans
X-Men, bien évidemment. Voilà, ça c'était la petite parenthèse Star Trek Picard, dont il y a eu également d'autres présentations autour de la série d'animation Star Trek Lower Decks, que je connais pas trop malheureusement, et un autre mini-panel autour de Star Trek Strange New World, qui est donc la dernière série live-action autour de Star Trek, et qui a priori est très 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 appréciée par le public et la critique. À surveiller en tout cas. Très rapidement, il y a eu un petit teaser sur la saison 3 de Mythic Quest pour Apple TV+. C'est une série, pour ceux qui connaissent pas, qui s'intéresse en fait à... Alors c'est une série d'office comedy, si je pourrais, si on pourrait, de comédie de bureau, si on pourrait appeler ça comme ça, qui s'intéresse notamment à une entreprise qui crée des jeux vidéo. Intéressant. Et voilà, donc c'est diffusé sur Apple TV+. Malheureusement, Apple TV+, c'est vrai que pas grand monde regarde sur Apple TV+, mais en tout cas, il paraît que c'est assez apprécié. En tout cas, je sais qu'à chaque fois que j'en parle avec Kelmazad, lui, il suit régulièrement. Donc voilà, un mini teaser d'une minute 30 à peu près sur Mythic Quest. C'est prévu pour l'automne 2022, sans plus de précision, et il se trouve en plus que le grand nerd devant l'éternel Joe Manganiello est également présent en featuring dans cette bande-annonce. Voilà, donc je vous invite à aller la regarder. On continue avec les nerderies. Avec le film Donjons et Dragons qui a obtenu sa première bande-annonce, enfin. Alors vous savez que c'est pas la première fois qu'il y a un film Donjons et Dragons qui est tenté. Ça a l'air d'être le premier à avoir un budget assez important, puisque les 3 premières adaptations, parce qu'il y en a eu 3, la première, bon, en fait, ont été très très vite rangées du côté des nanars, à raison. Quand je me suis renseigné et que j'ai vu les trailers de ces films, donc le premier film est un film qui est sorti au cinéma et les 2 autres sont des téléfilms, ce qui montre évidemment l'étendue du budget. Ici, on est sur une volonté évidemment de Paramount Pictures de capitaliser sur la licence Donjons et Dragons. C'est vrai que Paramount est très maqué avec Hasbro. Hasbro notamment, qui lui a filé sa licence Transformers, avec évidemment grand succès au cinéma. Donjons et Dragons pourrait peut-être éventuellement devenir une licence. En tout cas, c'est une licence qui, certes, est connue surtout du public geek, mais qui tend désormais à prendre un petit peu plus ses aises auprès du grand public, notamment grâce à l'aide de certaines séries très très regardées, je pense à Stranger Things, bien évidemment, et à la puissance sur Internet des Actual Play, ces séries de programmes disponibles sur Twitch et sur YouTube, où l'on voit les gens regarder, on voit les gens jouer à Donjons et Dragons. Effectivement, on connaît un tout petit peu par ici, puisque moi-même, j'ai pour habitude de jouer avec 2 des personnes qui sont dans le chat, voilà, à Donjons et Dragons, et autant vous dire que je suis assez curieux de voir ce que va donner ce film. Alors, le film s'est présenté du coup pour la première fois en images durant la Comic-Con, et le trailer montre en tout cas à peu près ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire un film qui se prend pas trop au sérieux avec les codes du genre, avec le matériau original, et je pense que c'est une bonne chose. Ça a l'air d'être produit quand même de façon assez quali. Notamment, d'ailleurs, on a appris qu'un certain nombre de créatures du film seraient en effet pratique, et que ces effets pratiques ont été faits par les spécialistes des effets spéciaux qui sont occupés de la poupée de Baby Yoda dans The Mandalorian, alias Grogu. Donc ça donne plutôt confiance, et évidemment il y a beaucoup d'effets spéciaux, et ce que j'ai vu en tout cas des effets spéciaux de ce trailer, c'est plutôt correct, très honnêtement.
Vous le voyez en tête d'affiche, on aura Chris Pine, mais aussi Michelle Rodriguez, que l'on connaît notamment pour la saga Fast and Furious. Sophia Lillis, qui, de mémoire, a joué dans sa partie 1. Roger Jean Page, qui est un petit peu le nouveau Hit Boy depuis son apparition dans la chronique des Bridgerton sur Netflix. Justice Smith, que vous avez peut-être vu dans les Jurassic World. Et Hugh Grant, oui, Hugh Grant est au casting de cette nouvelle adaptation de Donjons et Dragons. C'est un trailer qui est bourré de références à l'univers de Donjons et Dragons. Voilà, pour moi qui suis un petit peu le YouTube Donjons et Dragons depuis ces derniers mois, les youtubeurs spécialisés se sont donnés à cœur joie pour faire du image par image et dire alors ça c'est une référence à ça. Enfin bon, bref, c'est voilà, si vous y intéressez, je vous invite évidemment à regarder ce genre de vidéos. C'est toujours très intéressant de voir un geek, un nerd nerder sur les choses qu'il passionne. Donc voilà, moi j'adore ça. J'adore regarder ce genre de truc. Donc le film Donjons et Dragons, ça sera certainement pas un grand film, mais j'ai vraiment très envie. Effectivement, Justice Smith dans Détective Pikachu, c'est probablement d'ailleurs son grand rôle à l'heure actuelle. Donc voilà, Donjons et Dragons, ça sera probablement pas un grand film, mais j'ai vraiment très envie de voir. Honnêtement, ce trailer m'a donné envie de voir, ce film. Donc si c'est pas l'objectif d'un trailer, je ne sais pas ce que c'est. Voilà pour ça. On passe à quoi ? Ah oui, on passe à Walking Dead. Alors, Walking Dead, ça fait des années que j'ai arrêté de regarder, mais je ne peux pas évoquer la Comic-Con, je ne peux pas décemment faire un récap de la Comic-Con sans vous parler de Walking Dead. Pourquoi ? Parce que chaque année, ça ne manque pas. Walking Dead est un petit peu la grande attraction d'une Comic-Con, et chaque année, Walking Dead fait ses grandes annonces dans la Comic-Con via des grands panels très attendus. Alors, il y a eu évidemment un trailer de la partie 3 de la saison 11, qui est la saison finale de la série originale. Saison 11, Walking Dead, c'est terminé après la 3e salle d'épisode qui sort du coup en fin d'année. Voilà pour ça. On a eu la date de diffusion. Alors j'ai noté 2 novembre, mais tout à l'heure le Hollywood Reporter disait le 2 octobre. C'est étonnant. Je vais faire une recherche vite fait. Pour pas vous dire de conneries. Walking Dead Season 11 Release Date Part 3. Le 2 octobre, c'est ça. Donc je m'étais trompé sur mes notes. Le 2 octobre, donc, sort la 3e partie de la saison 11 de Walking Dead sur AMC et AMC+, évidemment. En France, normalement, c'est toujours sur OCS. Ça sera, du coup, le grand final, que l'on espère en apothéose pour cette série de zombies qui a fait ses débuts, du coup, il y a 12 ans. Je crois que c'était 2010. Et durant le panel, justement, qui était dédié à ce grand final de Walking Dead, on a eu une nouvelle. Alors, vous le savez peut-être ou pas, vous en souvenez peut-être ou pas. En 2018, quand il y a eu un certain personnage qui s'est fait élitreuiller pour, grosso modo, que les showrunners nous disent « En fait, ce personnage, il est trop important pour qu'on le fasse mourir. » C'est à ce moment-là, spoiler, que j'ai arrêté de regarder. On nous a annoncé que ce personnage allait revenir dans 3 films à sortir au cinéma. Ce personnage, évidemment, c'est Rick Grimes, joué par Andrew Lincoln. Bon, visiblement, le plan de 3 films s'est terminé pour Rick Grimes et pour Walking Dead. Visiblement, le plan désormais, comme on nous l'a annoncé durant le panel Walking Dead de la Comic-Con, le plan c'est désormais de faire une mini-série en 6 épisodes avec Andrew Lincoln et Danai Gurira qui jouent le rôle de Michonne. Donc 6 épisodes pour une mini-série événement prévue en
2023. Voilà, donc il n'y aura pas de film a priori sur Rick Grimes dans l'univers de Walking Dead. Visiblement, Andrew Lincoln n'est plutôt pas mécontent de ce qui se passe. Voilà, vous savez, c'est de plus en plus... on a l'air de s'engager vers une production de plus en plus vers les mini-séries événements. Je pense notamment à Obi-Wan Kenobi sur Disney+ récemment, sur des trucs qui n'ont pas forcément nécessité ou vocation à donner des saisons 2, des saisons 3, des saisons 4, mais à créer l'événement et à fédérer autour d'une licence. Voilà, on s'engage un petit peu là-dessus sur cette mini-série Walking Dead. J'en profite d'ailleurs pour poser la question à nos amis qui regardent toujours Walking Dead, est-ce que, moi qui me suis arrêté en 2018, à ce moment-là, justement, au moment où Rick Grimes a été héliporté ailleurs, en mode « Allez, fuck off, hein, vous pensiez qu'il allait mourir ?» Ben non. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me remette à regarder, juste histoire de me l'être fadé jusqu'au bout? Je vous laisse évidemment me répondre dans les commentaires, toujours au sujet de Walking Dead, puisque vous le savez, c'est toujours vraiment un gros point, un des gros points focaux, j'ai envie de dire, de cette Comic-Con. On a eu l'occasion, évidemment, d'en apprendre plus sur Tales of the Walking Dead. Tales of the Walking Dead, qui est une nouvelle série qu'on attend pour mi-août 2022, donc ça arrive très très prochainement sur AMC. Je ne sais pas où c'est diffusé en France, d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Tales of the Walking Dead, qu'est-ce que c'est ? C'est une série anthologique dédiée du coup à des micro-événements de l'univers de Walking Dead. Donc a priori pas vraiment avec le cast habituel de la série, encore que j'y reviendrai. On sait notamment que en tant que tête d'affiche, on aura Terry Crews, que l'on connaît notamment pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine. Alors ça, c'est pas Terry Crews, mais c'est, comme il s'appelle, Jesse T. Usher, qui est ce bon vieux A-Train dans la série The Boys. Vous le reconnaissez. Est-ce que je vois Terry Crews ? Bah, le voilà, la Terry Crews. Donc Terry Crews qui adore visiblement les séries de zombies, comme on l'a appris dans les récaps du panel Tales of the Walking Dead. Qu'est-ce qu'on a appris ? On sait que Terry Crews sera de la partie, qu'Olivia Munn sera également de la partie, Jesse T. Usher, donc A-Train dans The Boys, et on a appris également, ça on le savait déjà, mais je vous le rappelle, que un des épisodes de Tales of the Walking Dead sera dédié à développer les origines du personnage d'Alpha, le personnage d'Alpha qui est un des grands antagonistes de la fin de série de Walking Dead. Voilà ce qu'on a à peu près appris autour de tout ce qui est Walking Dead, tout simplement. À quoi on va s'intéresser désormais ? Alors on va s'intéresser à pas mal de choses, mais là pour le coup on va passer sur, on va dire, le choc des titans. Le choc des titans sur cette fin d'été, ce début de rentrée, ça va évidemment être le choc des séries live-action de fantasy. Parce que vous le savez, le 21 août sort House of the Dragon sur HBO et HBO Max, en France c'est sur OCS, le spin-off de Game of Thrones, et 10 jours plus tard, 11 jours plus tard, on aura la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, sur Amazon Prime Video, qui est donc pas vraiment une adaptation, puisque le matériau n'est pas assez extensif pour... voilà, ce sera probablement une grosse fanfiction. Mais on va parler tout de suite, d'abord, de la série Seigneur des Anneaux. Je vous avais préparé un petit diaporama, que je vous mets en full screen, peut-être pas. Bonjour, c'est toujours moi, je suis là. Je vais boire un coup quand même, hein. On s'hydrate, je vous cache pas qu'il fait excessivement chaud dans mon bureau. Là, présentement, il fait encore 30 degrés sous les toits. Ça va patate. Bref, la série Seigneur des Anneaux, qui s'est payé évidemment le luxe de présenter un tout nouveau trailer, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est l'ultime trailer, pour sa série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, juste avant
c'est même pas juste avant, c'est pendant la Comic-Con que ça a été dévoilé. Il s'est passé évidemment plein de choses. C'était un petit peu la guéguerre entre House of the Dragon et The Rings of Power. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à dire autour de ça. Alors évidemment, le panel, ça a été beaucoup d'informations sur le making-of de la série, en mode oui, alors vous savez, on a vraiment recréé une espèce de ville à l'intérieur de notre plateau de tournage pour les besoins du tournage. Enfin bref, voilà, c'est la surenchère évidemment des éléments marketing, j'ai envie de vous dire. Et à tel point, en fait, que Amazon a fait venir un orchestre et le compositeur Bear McCreary, qui est donc un des compositeurs de la série, pour faire en live, de présenter en live de la musique de la série. Bear McCreary qui a notamment expliqué que son point de départ pour créer la musique de la série Les Anneaux de Pouvoir, c'est évidemment de s'inspirer de ce qu'a fait Howard Shore. Donc voilà. Qu'est-ce qui nous a été présenté également? De quoi on nous a parlé? Oui, on nous a raconté que pour le maquillage des nains, il leur fallait 3 heures avant le tournage pour l'appliquer, et puis 45 minutes ensuite pour être enlevé. Voilà, c'est pas spécialement très intéressant de relayer ça. En tout cas, ce qui a été relevé, c'est que certains ont relevé notamment l'attention aux détails des showrunners. Certains également ont relevé le fait que potentiellement Amazon aurait un petit peu plus de droits d'adaptation que ce qu'on pourrait croire sur le matériau de Tolkien. Je vais faire le point rapidement de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Amazon a les droits d'adaptation sur la trilogie Seigneur des Anneaux et a fait le choix de baser sa série Les Anneaux de Pouvoir sur les appendices du Retour du Roi. Dans les appendices du Retour du Roi, il y a une espèce de... on pourrait dire une espèce de manuel d'histoire sur ce qu'a été l'histoire de la Terre du Milieu. Dedans, il y a évidemment beaucoup de choses sur le troisième âge, mais il y a aussi des choses sur le second âge, le deuxième âge de la Terre du Milieu, et qui parlent notamment de la forge des Anneaux de Pouvoir, de la chute de Numénor, qui sont évidemment des points hyper importants que va évoquer la série Seigneur des Anneaux. Et puis, petit à petit, on a appris que, on le savait déjà, Amazon, a priori, n'a pas les droits d'adaptation du Silmarillion, qui est pourtant le recueil le plus important d'informations sur toute cette période-là de la Terre du Milieu. Et puis, désormais, on commence à nous dire que, au cas par cas, la société Tolkien et la société Terre du Milieu, au cas par cas, ont peut-être donné les droits à Amazon Prime Video d'adapter des choses sur lesquelles ils n'ont pas les droits. Et ça, ils ont fait ça au cas par cas. Donc peut-être qu'il y aura plus de choses à se raconter là-dessus. Évidemment, il y a eu un gros trailer que je vais vous mettre dans la playlist de tout ça. D'ailleurs, ce trailer qui nous parle nommément de Sauron et qui nous présente d'ailleurs le look d'un Balrog à la toute fin de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Bref. Il y aurait évidemment l'espace de vous faire un récap image par image. J'ai décidé de ne pas le faire ce soir parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la série Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, à chaque fois qu'elle se présente des images qui sont splendides. Tout ce qu'on essaie de nous dire autour de la création de cette... Salut Tyran dans le chat. Tout ce qu'on essaie de nous dire sur cette série, c'est que les showrunners ont l'amour de ce matériau. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour arrêter de douter sur le fait que, l'air de rien, c'est pas un roman qu'adaptent Les Anneaux de Pouvoir, ils vont faire essentiellement du brodage entre certains points que Tolkien avait déjà élaborés dans les appendices du Retour du Roi. C'est même pas le Silmarillion.
Donc, évidemment, c'est une entreprise qui est extrêmement risquée, beaucoup plus, à mon sens, que ce que fait House of the Dragon avec le spin-off de Game of Thrones, qu'on va évoquer dans quelques secondes. Mais bref, j'ai envie de leur laisser évidemment le bénéfice du doute, j'ai envie de juger sur pièce, et évidemment, tout ça, ça sort le 2 septembre 2022, exclusivement sur Amazon Prime Video, bien évidemment. Amazon Prime Video qui n'a pas spécialement le droit à l'erreur hein, sur cette production, puisqu'on le rappelle, hein, le total des investissements pour la saison 1 et l'acquisition des droits d'adaptation, c'est 500 millions de dollars. Et Amazon Prime Video a l'intention de débloquer au total, avec ces 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars pour faire 5 saisons aux Anneaux de Pouvoir. Autant vous dire que le 2 septembre, les chargés de marketing et de production chez Amazon, ils vont être comme ça. Donc voilà, donc ça c'était pour le Seigneur des Anneaux. On va parler tout de suite de la deuxième série de fantasy, le deuxième behemoth de cet été 2022, c'est bien évidemment House of the Dragon. House of the Dragon qui est le spin-off de Game of Thrones, qui est adapté du roman, c'est même pas un roman plus à proprement parler, hein, mais du livre Fire and Blood, Feu et Sang, je crois que ça s'appelle en français, qui est en fait dédié à l'histoire. C'est plus ou moins un manuel d'histoire en fait sur la dynastie des Targaryens dans l'univers de Westeros de Game of Thrones par George R.R. Martin. Alors vous le savez, hein, évidemment, vous n'êtes pas dupes, ça fait quelques années que Game of Thrones s'est terminé sur HBO, et HBO recherche ardemment ce qui sera son nouveau Game of Thrones, et évidemment, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour faire du Game of Thrones? Plus de Game of Thrones, bien évidemment. Donc, il y a eu pas mal de sujets, d'idées qui ont été lancées, notamment un qui a été tourné dans un pilote qui a coûté 30 millions de dollars à HBO, que HBO a décidé d'annuler, et donc de jeter par la fenêtre 30 millions de dollars. Tout ça pour au final revenir sur House of the Dragon, dont je vous propose quelques images là tout de suite. House of the Dragon, du coup, qui s'intéresse aux événements de la danse des dragons, donc qui est un événement historique à Westeros. Je vous ai fait toute une vidéo récap sur ce qu'est la danse des dragons, qui sont les personnages, qui sont les acteurs qui jouent, tout ça c'est sur YouTube. Je vous invite évidemment à regarder ça, ça vous permettra d'avoir un gros récap et ça m'évitera d'avoir vous le refaire là tout de suite. Mais bref, évidemment, grosse présence à la Comic-Con de San Diego 2022 pour la série House of the Dragon. Il y avait même George R.R. Martin qui était présent lors du panel durant le Hall H. C'est quand même assez exceptionnel puisque ça fait 2-3 ans que George R.R. Martin est reclus chez lui pour éviter justement de contracter le Covid. Il a fait le choix de passer pour soutenir la série qui visiblement, il a décidé de l'adouber. Il est producteur exécutif de la série et c'est lui qui a poussé pour que HBO l'adapte plus que les autres. Donc il y croit vraiment à fond. C'est assez intéressant tout ce qu'on apprend en tout cas sur Game of Thrones en ce moment et sur House of the Dragon, notamment George R.R. Martin qui s'est exprimé auprès du Hollywood Reporter pour notamment dire que lui, il aimerait bien faire de Game of Thrones et de son univers un nouveau MCU, donc un nouvel univers partagé, extensif, avec beaucoup de projets. Alors évidemment, il aurait tort de se priver, hein, le bon monsieur, ça doit lui rapporter des royalties dans tous les sens de la part de HBO, évidemment qu'il va dire ça. En revanche, dans cette interview auprès du Hollywood Reporter, il avait l'air de dire que, alors c'est très bien de faire du MCU, mais j'aimerais bien avoir quand même plus de contrôle que ce qu'avait Stan Lee à l'époque où il était toujours avec nous.
Parce qu'il avait l'air de dire que lui, bah oui, bah c'est sympa, Stan Lee, il était, il lui faisait faire des petits caméos, et puis il passait sur les tapis rouges, et puis basta. Mais il avait plus de contrôle éditorial sur le tout, et visiblement, George R. R. Martin aimerait bien garder un petit peu la mainmise sur ce qui se fait à la télévision, autour de son univers, ce qui est plutôt logique. Après, attention, monsieur Martin, vous avez encore des bouquins à écrire, je pense à Winds of Winter, attention à ne pas trop en faire, non plus. Il faut, bien sûr, donner aux lecteurs ce qu'ils veulent, tout simplement. Alors, il y a un truc dont il faut qu'on parle également, c'est le fait que là où Game of Thrones s'est terminé alors que le matériau original n'était pas publié, et n'est toujours pas publié à l'heure actuelle, Game of Thrones s'est terminé. George R. R. Martin avait donné quelques réponses aux showrunners. Là où c'était ce cas précis pour Game of Thrones, ça n'est pas le cas pour Fire and Blood, pour House of the Dragon, puisque le bouquin qu'adapte House of the Dragon est déjà publié, et donc, comme je vous le disais, une espèce de manuel d'histoire autour de la dynastie Targaryen. Alors évidemment, c'est pas écrit scène par scène tout ce qui se passe autour de tous ces personnages, donc évidemment, il y aura une part d'adaptation et une part de brodage entre les lignes de ce qui est écrit dans le bouquin, mais au moins, les showrunners savent quel est leur point de départ, quel est leur point final. Ce qui est déjà pas mal, pour proposer une histoire qui se tient de bout en bout. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu là, dans pas très longtemps. Les showrunners ont conscience qu'ils vont plutôt faire, a priori, une série plus courte que la série originale. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Des livres, quelle idée, nous dit Tyran? Bah oui, c'est un peu ça. Des livres, pourquoi faire? Alors qu'au final, HBO makes it rain. Hein. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit également autour de ça? Ah oui, on nous a appris que... alors ça, pour le coup, voilà, je vais revenir à ma source. Une grosse source de sortie cette semaine, c'est un gros diptyque de 2 gros articles making-of de la série House of the Dragon, publié par le Hollywood Reporter. Très très bons articles. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille très fortement de les lire, si vous vous intéressez évidemment à comment on crée une série, comment on crée une série spin-off de Game of Thrones, et comment on s'attelle à cette tâche-là. Très très intéressant. Je vous mettrai ça évidemment dans la description de la vidéo YouTube. Donc Inside House of the Dragon, c'est un diptyque du Hollywood Reporter et qui nous en apprend pas mal autour de la genèse de cette série, et notamment le fait que HBO avait choisi d'adapter autre chose, avait choisi de développer une autre série plutôt que House of the Dragon, et au final a décidé de jeter son pilote à $30 millions plutôt que de le montrer. Même George R. R. Martin n'a pas vu le pilote, visiblement. Et à la base, en fait, cette nouvelle série qui, je le rappelle, devait être centrée autour des premiers hommes de Westeros. Il devait y avoir Naomi Watts, que vous connaissez probablement, puisqu'elle jouait Éowyn dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Cette série devait être développée en mode une vision un peu originale de Westeros. HBO voulait pas refaire exactement la même chose, et du coup proposer quelque chose de différent. Et au final, ils ont décidé de pas le faire. Et ils ont décidé du coup plutôt, sur l'insistance de George R. R. Martin, de proposer House of the Dragon, qui pour le coup aura beaucoup de similarités sur, on va dire, la prémisse avec Game of Thrones, puisque House of the Dragon, comme Game of Thrones, c'est la lutte de pouvoir pour atterrir sur le trône de fer. Si on le résume sur un ticket de métro. C'est ça. Mais bon, on va dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, probablement. Et peut-être que pour relancer la saga,
et relancer ce fameux MCU Game of Thrones que Martin appelle de ses voeux, peut-être que c'était le meilleur choix. En tout cas, on le verra. House of the Dragon, ça sort en France le 22 août 2022. Aux États-Unis, c'est évidemment le 21 août 2022. Nous, ça sera en simulcast à partir de 3h du matin le 22 août 2022 sur OCS, le traditionnel diffuseur, avant peut-être l'arrivée en France d'HBO Max. On sait qu'HBO Max arrivera plutôt 2023. HBO Max, c'est la plateforme de streaming par abonnement d'HBO qui cible l'Europe de l'Ouest plutôt pour 2023, donc il est probable qu'il y ait changement de diffuseur en 2023, et on en parlera à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc je vous recommande évidemment cette lecture si vous vous intéressez à House of the Dragon. Pas mal de choses à dire, je vais pas vous faire le récap en entier, on n'est pas là pour ça, mais très très intéressant. Et le deuxième bouquin s'intéresse notamment à nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de l'intrigue de cette série, notamment le fait que il va y avoir des sauts dans le temps narratifs au sein même de la première saison de House of the Dragon, puisque House of the Dragon, en fait, au début de la saison, va commencer avec les personnages principaux que sont Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower en tant que jeune femme, face à Viserys Targaryen premier, qui est roi à ce moment-là du début de l'aventure, roi des 7 couronnes, et Daemon Targaryen qui est du coup son frère et actuel héritier du trône de fer. Et évidemment tout ça va changer au fur et à mesure de la série. On va a priori, de ce que nous dit le Hollywood Reporter, c'est qu'au milieu de la série, de la saison 1, on va avoir un saut dans le temps de 10 années qui nous permettra de découvrir du coup Emma Darcy et Olivia Cook, que vous voyez ici à droite et à gauche. À gauche, vous avez Olivia Cook, et à droite, vous avez Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen, et Olivia Cook, Alicent Hightower, qui sont à l'enfance les meilleurs amis du monde, et à l'âge adulte, vont être amenés à être en conflit ouvert, puisque Alicent Hightower est la nouvelle reine, puisqu'elle s'est mariée avec Viserys Targaryen Ier, et Rhaenyra Targaryen devait être l'héritière de Viserys Ier. Vous vous doutez bien évidemment que tout ça, ça ne fera pas bon ménage, même si, quand elles étaient enfants, elles étaient les meilleures amies du monde. Donc voilà, on a les prémices de ce que sera évidemment le futur chaos de House of the Dragon, sans spoiler grand-chose. À noter également que l'on sait aussi que les showrunners ont l'intention de faire d'autres sauts dans le temps. Un petit peu à la manière de The Crown sur Netflix, où vous savez, on a les 2 premières saisons avec un set d'acteurs qui jouent ces personnages de la famille royale. Les 2 saisons suivantes, c'est un autre set d'acteurs qui joue les mêmes membres de la famille royale, et les 2 saisons suivantes, même chose. Donc, il est probable que House of the Dragon, de temps en temps, change d'acteur pour jouer les personnages principaux de cette série. À noter d'ailleurs que le titre de House of the Dragon est tellement vaste qu'il permettrait aussi, plus ou moins, d'adapter d'autres périodes de la dynastie Targaryen telles qu'elles sont narrées dans Fire and Blood, et ce qui pourrait du coup donner une espèce de série anthologique autour des Targaryens. C'est pas du tout impossible, et en tout cas c'est une piste qui est déjà présentée comme possible par ce diptyque de présentation making-of du Hollywood Reporter. Donc en tout cas, tout ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les 2 mastodontes de fantasy, de séries fantastiques que l'on attend pour le 21 août et le 2 septembre respectivement, le 22 août en France précisément. Bon, après il y aura House of the Wolves, House of the Lions, on peut imaginer, c'est vrai. Pardon, je bois.
À noter qu'il est tout à fait probable qu'un de ces quatre, je vous fasse une séquence sur toutes les séries spin-off qui sont prévues autour de Game of Thrones, parce que il me semble qu'il y en a déjà 3 live-action prévus et 4 en animation. Alors, elles sont pas toutes greenlightées, mais en tout cas, elles sont toutes à l'étude. Hein. Bref, voilà pour ces 2 séries fantastiques. Évidemment, je ne peux pas évoquer de Comic-Con, de récap de Comic-Con, sans évoquer les comics, tout simplement. Les comics et leurs adaptations au cinéma. Alors traditionnellement, il y a 2 grands acteurs qui qui donnent la part belle aux comics durant la Comic-Con. C'est d'un côté DC Comics et de l'autre côté Marvel. Alors, moi je vais vous parler des adaptations filmées, donc d'un côté on a Warner Bros, et de l'autre côté on a Marvel Studios. Disney. On va commencer par celui qui a le moins de choses à présenter, parce que ça sera plus simple, et on terminera du coup en apothéose. Et celui qui a le moins de choses, très étonnamment, à présenter cette année, c'est Warner. Warner qui est arrivé dans le Hall H de la Comic-Con de San Diego pour remettre un coup de polish sur ses 2 sorties 2022 et c'est tout. Donc on a eu Black Adam avec ce bon vieux Dwayne The Rock Johnson, Black Adam qui du coup arrive chez nous le 19 octobre 2022. Black Adam, c'est un film que Dwayne Johnson appelle de ses vœux depuis des années, qui a mis très très longtemps à être développé et qui finalement arrive enfin en France. C'est pas un personnage que je connais très très bien, mais bon, voilà, visiblement le personnage d'Amanda Waller est présent dans ce trailer, que je vous mettrai encore une fois dans la playlist de trailers de la description, puisque je ne vous les mets pas dans ce live Twitch et dans cette vidéo YouTube pour des raisons de droit, hein, bien évidemment. Bon, le trailer est pas dingue, hein, très honnêtement. C'est bourré d'effets spéciaux, mais d'effets spéciaux un peu cradingues, très très bouillis numériques. Enfin, moi, j'aime de moins en moins ça, mais bref. En tout cas, Dwayne Johnson a fait le show comme d'habitude. Et voilà, donc ça c'est la première sortie, la prochaine sortie d'ici Extended Universe pour les films sur cette fin d'année 2022. Et la deuxième, c'est Shazam. Shazam 2, Shazam Fury of the Gods, la rage des dieux en français. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Warner Bros. France. Ça sort le 21 décembre 2022. Évidemment, ce bon vieux Zachary Levi, qui est de retour en Shazam, qui visiblement est en pleine crise de conscience, comme on peut le voir dans le début de cette bande-annonce. On le retrouve évidemment avec la famille Shazam, telle qu'on l'a découverte à la fin du premier film, qui était rigolo. C'est pas du tout indispensable, un Shazam, c'est sympa, c'est pas du tout indispensable. Bon. Voilà, si vous avez envie de regarder un film de super-héros, de pas vous prendre la tête, et puis éventuellement de découvrir qui est Shazam, bon, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un Shazam 2 ? Je suis pas certain. Petite nouvelle en tout cas au casting de Shazam 2, on verra désormais Hélène Mirren qui adore désormais cachetonner dans les gros blockbusters hollywoodiens, hein, puisqu'on l'a vu dans Fast and Furious il n'y a pas si longtemps que ça. Elle sera dans Shazam 2 et on y verra également Lucy Liu. Lucy Liu que vous voyez récemment dans la série Elementary et que vous avez vu bien sûr dans les adaptations filmées des années 2000 de Charlie et ses drôles de dames, et puis bon, de façon plus prestigieuse dans Kill Bill. Voilà, elles joueront a priori les méchantes de ce film qui seront les filles d'Atlas, et on voit aussi un très joli dragon dans ce trailer. Voilà, et c'est tout en fait sur les films du DC Comics, du DC Extended Universe au cinéma. Très étrange que 3 ans après une disette de Comic-Con, Warner Bros a décidé de dire ouais, en fait on n'a que ça. Alors ça s'explique hein, évidemment, puisque
deux de ces gros films de 2023 sont portés par des stars dans la tourmente à l'heure actuelle d'un point de vue com. Je pense très franchement à Ezra Miller, je vous laisserai vous renseigner sur ce qui se passe autour de lui, mais l'acteur est très franchement un petit peu dans une catastrophe, on va dire, de com. Il a très clairement des problèmes perso, si tout ce qui se dit autour de lui est avéré. Et évidemment, donc ça c'est lui, il porte en son nom le film The Flash, qui est censé être la grosse sortie 2023 pour Warner Bros et DC. Donc c'est compliqué évidemment d'en faire la promotion alors que c'est un peu la catastrophe pour lui. D'un point de vue évidemment marketing, je comprends pourquoi Warner Bros n'en fait pas spécialement la promotion dans le hall H de la Comic Con. Voilà, je pense que vous comprendrez aussi. Et puis bon, évidemment, Aquaman 2 c'est compliqué du fait que la co-star de Jason Momoa, visiblement, tout le monde a décidé de la détester aux États-Unis depuis son grand procès avec son ex-mari. Voilà. Donc ça, c'était pour les films DC Comics. Alors, je voulais vous laisser avec DC avec un truc qui m'a fait honteusement rire. C'est une série d'animation pour les enfants, qui s'appelle Batwheels. Et alors Batwheels, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'un plagiat de Cars avec les véhicules de la Bat Family. Je rigole pas. Hein. Vous regardez l'affiche, vous voyez Flash McQueen, en fait, c'est la Batmobile. Comment il s'appelle, la Martin, c'est ce truc-là. Enfin bref, bon, moi ça m'a fait rire. Je vous laisse avec ça autour de DC Comics. Je trouve ça très rigolo. C'est censé sortir en septembre sur, je crois que c'est sur HBO Max ou Cartoon Network ou les deux de mémoire. Enfin bref, je trouve ça rigolo qu'on vienne comme ça plagier le concept de Cars. Et puis franchement, quand vous regardez les yeux des bagnoles, très franchement, enfin voilà, évidemment que ils ont même les petits sourires et tout, on est vraiment dans le pur plagiat de Cars. Bon, je trouve ça rigolo. On va évidemment passer à la suite et le grand concurrent de DC dans tout ce qui est adaptation de comics au cinéma et désormais à la télévision, c'est Marvel Studios, évidemment, qui a fait vraiment pour le coup un passage en force à cette Comic-Con 2022, et ça sera d'ailleurs le dernier sujet qu'on évoquera ce soir sur cette émission, parce que y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose de faire ça rapidement avec tout ce qui a été annoncé autour des séries animées. Et alors, série animée, je vais commencer par What If, la saison 2 qui a été confirmée et qui a été un petit peu détaillée durant cette Comic-Con 2022. What If, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une série d'animation qui s'intéresse à... voilà, la prémisse c'est... Et qu'est-ce qui se serait passé si tel personnage était tel personnage, si tel personnage avait fait tel choix, machin. Donc ça permet évidemment d'explorer un petit peu le multivers, un concept qui est très important pour les phases 4, 5 et 6 du MCU. Et voilà, donc What If saison 2, on savait que ça existait, mais on sait désormais un petit peu de choses de ce qui va être présenté durant les épisodes de cette saison 2, et moi le truc que je retiens le plus, c'est le fait que What If saison 2 va adapter Marvel 1602. Marvel 1602, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un des runs un petit peu connus de Neil Gaiman pour Marvel, qui s'est dit... est parti de la prémisse que en 1602 de notre ère, les super-héros Marvel existaient déjà, et du coup, qu'est-ce que ça donnerait dans cette période de notre histoire. Voilà tout simplement à quoi ça ressemble. C'est un gros bouquin
qui est très intéressant à lire, que j'avais lu il y a très très longtemps, et je suis assez curieux de voir quelle sera l'angle d'adaptation de What If saison 2 sur ce run de comics assez légendaire, l'air de rien. Alors je vous fais pas tout le reste, hein, mais on a appris également qu'une saison 3 à cette série d'animation serait également prévue. La saison 2 sortira en 2023, on n'a pas spécialement d'autres précisions sur la date. En tout cas, ça arrivera évidemment sur Disney+. La saison 3 pour What If, c'est déjà confirmé. Et on sait également qu'une série d'animation Marvel Zombie, qui du coup viendra de étoffer un petit peu ce qui avait été présenté dans un des épisodes de What If saison 1, sera évidemment présentée ensuite, plus tard, sur Disney+. Voilà pour cette série d'animation, et j'en avais une deuxième à vous présenter, c'est Marvel's Spider-Man Freshman Year. Alors, ça va s'intéresser, encore une fois, à une partie du multivers où Spider-Man, du coup, est dans sa première année à l'université. Il me semble que Freshman Year, c'est la première année à l'université aux États-Unis. C'est une série d'animation. Il y a pas mal de petits tweets qui ont été présentés avec le style graphique de certains personnages. Tac, je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est un des costumes de Spider-Man. On sait d'ores et déjà qu'il y aura une suite qui s'appelle ni plus ni moins que Spider-Man Sophomore Year, donc la deuxième année aux États-Unis. Voilà, donc pas mal de petits costumes ont été présentés durant le panel de présentation. On nous a montré aussi un certain nombre de super méchants qui seront inclus dans cette série d'animation, voilà, donc il y a des connus et des moins connus, bien évidemment. Voilà, donc ça, ça a l'air plutôt cool, et de mémoire, ça sort pour 2024 sur Disney+, c'est ça. On nous a confirmé également que ça ne sera pas le Spider-Man de Tom Holland, mais bien un autre Spider-Man du multivers. Voilà pour les séries d'animation Marvel. Bon, maintenant il faut qu'on passe au gros sujet. Le gros sujet, je vais vous remettre vite fait ma cam le temps que je change d'image, parce que là pour le coup, c'est parti dans tous les sens du côté du panel Marvel, Film, parce que en fait, Kevin Feige est arrivé au Hall H. Il a dit: j'ai conscience que c'est le dernier panel qui va plus ou moins conclure cette Comic-Con. Alors, il y avait d'autres panels derrière, hein, mais c'était très clairement le point d'orgue de cette Comic-Con 2022. Et il est arrivé, il a dit: laissez-moi vous présenter la fin de la phase 4 du MCU, la phase 5 du MCU, mais aussi la phase 6 du MCU. Voilà ce que je vais vous présenter avec les dates de sortie, les dates prévues de sortie, le casting d'un certain nombre de séries et de films qui vont sortir dans les prochains mois, et en fait on va gagner cette Comic-Con 2022. Voilà ce qui s'est passé samedi, de mémoire, à la Comic-Con 2022. Alors déjà, on nous a présenté le nom de la grande saga. Vous savez que la phase 1, 2, 3 et 4, la phase 1, 2 et 3 du MCU, c'était The Infinity Saga, donc la saga des pierres de l'infini, tout simplement, et on sait désormais comment s'appelle la saga de la phase 4, 5 et 6, c'est la saga du multivers, comme on avait évidemment commencé plus ou moins à le comprendre, avec un certain nombre de séries notamment, et de films, hein, puisque entre Loki, l'apparition de Kang, ce qui s'est passé dans No Way Home, ce qui s'est passé évidemment dans Doctor Strange 2, bon, tout ça commençait à tenir un petit peu du même tenant, j'ai envie de vous dire. Donc évidemment, confirmation ce week-end, que la nouvelle saga sur 3 phases du MCU, c'est la saga du multivers. Alors, petit rappel évidemment sur ce qui est prévu sur la fin de cette phase 4, puisqu'on est déjà sur la fin de phase 4, puisqu'en réalité la phase 4 se termine avec Black Panther 2, dont on parlera un petit peu plus tard. Et après, la phase 5 sera lancée par Ant-Man 3 en 2023. Voilà, donc ça, en fait, on a déjà tout eu, sauf She-Hulk
qui s'est présenté évidemment dans un trailer pour la Comic-Con, et Black Panther 2. Donc She-Hulk, c'est sur Disney+, c'est une série prévue le 17 août 2022 sur Disney+. C'est une série qui va s'intéresser du coup au personnage de Jennifer Walters, qui est la cousine de Bruce Banner, et Hulk sera présent dans She-Hulk, dans la série. On le voit d'ailleurs prendre une part très importante dans le trailer présenté à la Comic-Con. Je vais vous montrer tout de suite. Évidemment, je vous montre pas le trailer, hein, vous avez compris pourquoi, mais on le voit ici, regardez, j'ai même pas besoin de vous cliquer play, on voit Hulk ici, avec évidemment Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, en tout cas, qui s'est frotté les mains depuis que Marvel a décidé de changer son Hulk, son Bruce Banner, qui était, rappelons-le, avant Edward Norton, par Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, très clairement, le rôle, en tout cas l'échec de sa vie, c'est Hulk, bien évidemment. Bon. Série qu'on nous présente un petit peu comme étant une série à volonté humoristique qui a priori cible une durée d'une demi-heure par épisode, mais qui a priori ne s'interdira pas non plus certaines séquences un petit peu plus noires. Bon, on verra sur pièce, c'est le 17 août sur Disney+ que ça sort, et il faut le dire, une grande arrivée dans le MCU, même si on l'a vu dans No Way Home, on le voit dans le trailer, c'est un certain Daredevil. Daredevil est présent dans le trailer de She-Hulk Attorney at Law, et il est joué évidemment par nul autre que Charlie Cox, qui jouait Daredevil dans les séries Marvel produites par Netflix et qui sont depuis arrivées dans le catalogue de Disney+. Et Daredevil, on va en parler tout de suite, Daredevil qui aura droit lui aussi à sa propre série Made in Disney+. C'est prévu pour le printemps 2024, et ça s'appelle Daredevil Born Again, Daredevil Résurrection, probablement, ou Renaissance en français, probablement, et voilà, donc Charlie Cox, qui a intégré par la petite porte le MCU, et qui désormais, du coup, devient le Daredevil officiel du MCU. Donc il doit être absolument ravi, hein, lui qui a passé des années et des années à prier Marvel Studios d'être réintégré en fait au MCU. On sait également que Vincent D'Onofrio, qui jouait le Kingpin, sera présent dans la série Daredevil Born Again. Voilà, donc ça, ce qui fera partie du coup de la phase 5 du MCU. Mais avant ça, on va vite fait parler quand même de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever, qui est du coup le final de la phase 4 du MCU. Vous le savez, Chadwick Boseman nous a quittés en 2020 des suites d'un cancer du côlon. Ce qui a changé évidemment beaucoup les plans du scénario de ce film, et le trailer qui a été proposé durant la Comic-Con ne mentionne pas qui prendra le relais dans le costume de Black Panther. Évidemment, il y a un certain nombre de possibilités, hein, dont on se doute. La première évidemment étant le fait que ce soit Letitia Wright, donc qui joue Shuri, qui reprennent le costume de Black Panther. Ça n'est pas confirmé, donc à voir. On voit également un petit easter egg dans ce trailer de Black Panther. Encore une fois, hein, si vous cherchez les trailers, c'est dans la description, dans la fameuse playlist que je vous promets sur YouTube. Désolé pour le chat Twitch, je vous préparerai ça la prochaine fois, si on fait ça, hein, à nouveau sur Twitch en direct. Bref, il y a eu également un easter egg, on le voit, hein, un cœur en acier, un cœur en fer, qui est gravé dans une plaque en métal. Ça, c'est évidemment un rappel que Ironheart, donc Riri Williams, le personnage de Riri Williams, sera présent dans Wakanda Forever et sera probablement intronisé
dans ce film avant d'apparaître dans sa propre série sur Disney+, du même nom, Ironheart. Donc Ironheart, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est plus ou moins le pendant féminin d'Iron Man dans l'univers Marvel Comics, et donc une ingénieure de grand talent qui visiblement va apparaître dans Black Panther 2. Autre apparition très remarquée dans Black Panther 2, du moins dans son trailer, c'est Namor. Namor, le prince des mers, qui est un personnage très ancien de l'univers comics de Marvel. Je crois qu'il a fait ses débuts dans les comics en 1939 ou un truc comme ça, enfin dans les années 30. Et Namor, a priori, semble être un des grands antagonistes ou du moins l'adversité principale de Black Panther 2. Donc ça a l'air en tout cas assez intéressant. Moi je suis curieux de voir sur pièce ce que ça va donner. On n'aura pas longtemps à attendre, hein, puisque tout ça sort le 9 novembre 2022 en France, et évidemment ça clôturera la phase 4 de l'univers Marvel. Donc ça c'était pour She-Hulk. Et Black Panther 2, on va vous parler évidemment d'Ant-Man 3 qui va impulser la phase 5 de l'univers Marvel au cinéma. Je vais vous montrer un petit peu ce que nous a présenté ce bon vieux Kevin Feige. Alors, très rapidement, 17 février 2023, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, donc c'est effectivement le 3e film Ant-Man, Secret Invasion, qui est donc une série sur Disney+, autour de Nick Fury, sur Nick Fury qui revient sur Terre pour faire face à une invasion de Skrulls. Les Skrulls, ce sont des change-formes qu'on a vus notamment dans Captain Marvel. Gardiens de la Galaxie 3 qui arrivera très vite, hein, puisque c'est le 5 mai 2023 aux États-Unis, donc 3 mai 2023 en France probablement, avec le retour de James Gunn à la caméra, qui, durant le panel, a annoncé que ça sera la fin des aventures des Gardiens de la Galaxie 3. Il annonce que le film se donnera la part belle se centrera beaucoup sur les origines de Rocket Raccoon. Donc ça, intéressant à voir. On sait également, ça a été présenté durant le panel de la Comic-Con Marvel, c'est que Gamora sera plus ou moins une antagoniste, puisqu'elle est la chef des Ravageurs sur au moins le début du film. Et elle n'a plus de souvenir d'avoir été en couple avec Peter Quill, alias Star-Lord. Dernière chose, on a vu évidemment Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock. Adam Warlock qui avait été teasé durant la scène post-générique de Gardiens de la Galaxie 2. Oui, je sais, ça commence à dater, mais il va falloir s'en rappeler. Voilà. Donc tout ça, c'est pour les Gardiens de la Galaxie 3 qui a évidemment été très bien accueilli dans le Hall H. Je reviens à Ant-Man 3, qu'est-ce qu'on a appris Alors, tout ça, évidemment, je vous en parle parce que j'ai lu les récaps des gens qui étaient présents et qui ont vu les présentations des teasers et des éventuels clips qui ont été présentés durant les panels, hein, évidemment. Donc, sur Ant-Man 3, ce que les gens ont vu, c'est notamment une courte apparition de Bill Murray, l'acteur Bill Murray. On a vu Scott Lang qui rencontrait ce bon vieux Kang, apparu dans la série Loki, et qui visiblement va avoir un rôle très important dans la multiverse saga du MCU. On a aussi vu une très brève apparition de MODOK. Et oui, le grand personnage au cerveau démesuré du MCU. Et enfin, on a appris que Cassie Lang, donc, qui est la fille de Scott Lang, le héros Ant-Man, a un costume et est prête à se lancer dans la vie de super-héros. Alors dans les comics, elle a eu plusieurs identités super-héroïques, d'un côté Stinger et de l'autre Stature. Voilà pour Ant-Man 3. Secret Invasion, je vous en ai parlé à l'instant, c'est le retour de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, qui cette fois va s'intéresser à essayer de désamorcer une invasion de Skrull sur Terre, tout simplement. On sait que Olivia Colman est également prévue au casting et qu'elle sera plus ou moins la chef de Nick Fury. Tout ça c'est prévu pour le printemps 2023 sur Disney+. Je reviens au planning présenté par Kevin Feige. Ensuite, on arrive sur l'été 2022 avec la saison 2 de Loki. On l'a appris à la fin de la saison 1 que la série aurait une saison 2, ce qui n'était pas prévu à la base, mais
Ils l'ont annoncé à la fin de saison 1. Ensuite, on passera sur le film The Marvels, donc qui est effectivement Captain Marvel 2 / Miss Marvel la suite. Sortie prévue pour fin juillet, j'arrive pas à lire le chiffre, c'est 28 ou 29 probablement. Ensuite, on arrive sur Blade avec Mahershala Ali, qui avait été annoncé en grande pompe durant le Hall H 2019 de Marvel. Donc ça arrive pour novembre 2023. Donc Blade, le retour de Blade dans le MCU, incroyable. Ironheart, je vous en parlais, c'est pour l'automne 2023. Agatha, Coven of Chaos, donc qui est une série spin-off de WandaVision, puisque Agatha Harkness avait fait une apparition très remarquée dans la série. Elle arrivera sur Disney+ à l'hiver 2023 / 2024. Je vous en parlais tout à l'heure, Daredevil Born Again, c'est pour Spring 2024, donc printemps 2024. Et ensuite, pour clôturer la fin de phase 5 sur le Marvel Cinematic Universe, on aura 2 gros films. Captain America 4 New World Order, puisque vous le savez, Captain America a une nouvelle identité depuis la fin de Falcon et Winter Soldier. Captain America est désormais Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, qui reprenait en fait le costume de la bannière étoilée dans cette série Disney+, diffusée en début d'année ou en début d'année dernière, je me souviens plus déjà. Bref, tout ça c'est pour le 3 mai 2024, donc probablement le 1er mai 2024. Je pense que Marvel Studios France, plutôt Disney France qui distribue, se fera un plaisir de lancer son film un jour férié en France. Dernière chose pour la phase 5, et ensuite on passe à la phase 6. Enfin, c'est ma boule, hein, ce qu'a fait Marvel cette année. Phase 5, Thunderbolts. Thunderbolts qui est plus ou moins, si on veut le faire rapidement, c'est l'équivalent de Suicide Squad dans l'univers Marvel. On va avoir des méchants dans un film Marvel, ça sera pour le 25 juillet 2024. On ne sait pas encore qui feront partie de cette équipée. Mais je suis assez curieux de voir qui sera dans l'équipe et et comment ils vont gérer ça, tout simplement. Phase 6. Et après, on a terminé promis. Phase 6, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qui arriveront le 8 novembre 2024, probablement le 6 novembre 2024 en France. Évidemment, hein, tout ça, c'est des dates ciblées hein, pour Marvel Studios. Ça a évidemment le temps de bouger, hein, vous le savez, en fonction des délais, des retards de production. Parfois, il y a des micmacs, des échanges de dates, etc. Enfin bref, tout ça, ça a le temps de changer hein, en 2 ans et demi. Mais bref, les 4 Fantastiques arrivent, a priori, dans l'univers Marvel au cinéma dès le 8 novembre 2024 aux États-Unis. Ça sera le premier film de la phase 6 de l'univers Marvel. Et pour l'instant, on ne sait pas qui sera au casting. Est-ce que le clin d'œil qu'on a vu dans Doctor Strange 2 se répercutera également dans la phase 6 ? C'est une question qui se pose. Alors, évidemment, la grosse news qui nous a été apportée sur cette phase 6, c'est l'arrivée de 2 films Avengers, puisque vous le savez désormais, on aura 2 phases entières sans film Avengers, ce qui ne s'était pas vu en fait du tout durant l'Infinity Saga, dont chacune des phases avait au moins un film Marvel. Avengers pour la phase 1, Avengers Age of Ultron pour la phase 2, et 2 Avengers, Infinity War et Endgame pour la phase 3. Il n'y en aura pas durant la phase 4, il n'y en aura pas durant la phase 5, mais par contre il y en aura 2 dans la phase 6. Le premier s'appelle Avengers The Kang Dynasty, donc la dynastie Kang. Vraisemblablement avec ce bon vieux Jonathan Majors qui décidément a vraisemblablement chopé le rôle qui va le payer toute sa vie durant son passage dans Loki. Voilà, on ne sait pas évidemment de quoi ça va parler, mais probablement beaucoup de multivers. Et ensuite, 2025,
Donc pardon, 2 mai 2025 c'est Kang Dynasty, et 7 novembre 2025, donc on aura en l'espace de 6 mois 2 films Avengers. Le 7 novembre 2025, Avengers Secret Wars. Alors Secret Wars c'est le nom d'un arc narratif de comics très important. Il y en a eu un récemment, mais il y en a eu un aussi dans les années 80. On ne sait pas lequel va être adapté dans ça, donc évidemment ça sert à rien de faire des plans sur la comète, mais ce qui est certain, c'est que ça sera probablement le moment pour le MCU de partir dans tous les sens. Probablement, peut-être, qui sait, d'introduire des mutants, d'introduire les X-Men. On ne sait pas. Qui sait, peut-être. Ça c'est la grande question. On sait en tout cas que Secret Wars, la version 2015 dans les comics, avait fait fusionner en fait 2 strates du multivers Marvel et avait permis du coup et avait généré la destruction des deux branches de ce multivers, et avait créé en fait ce qu'ils appelaient en fait une planète post-apocalyptique, donc c'est écrit là, qui s'appelait Battle World, et ça avait créé du coup les Secret Wars. On sait que les frères Russo, Anthony et Joe Russo, qui sont derrière Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers 3 et 4, étaient très très chauds, ils l'ont dit à de nombreuses reprises durant des interviews, et très 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 chauds pour adapter Secret Wars, mais Kevin Feige a annoncé qu'il n'était pas impliqué dans ce projet, mais qu'ils essayaient de travailler sur d'autres projets sur lesquels ils pourraient se rapprocher. Voilà en tout cas ce qui a été annoncé sur ce panel incroyable, j'ai envie de vous dire, de Marvel à la Comic-Con 2022, qui vraisemblablement assez haut la main remporte cette Comic-Con, du moins sur le volume d'annonces. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais à mon avis, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, mais n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Évidemment, voilà qui conclut du coup cet épisode 0, ce pilote de Pop News. Peut-être que je changerai de nom un jour, on verra. Voilà qui conclut en tout cas cet épisode extra large, hein. Peut-être que toutes les 2 semaines ce sera pas forcément aussi long, mais bon, évidemment un récap de Comic-Con c'est toujours très long, puisqu'il y a toujours plein de choses, puisque en plus, voilà, les studios avaient mis un petit peu les petits plats dans les grands, et l'air de rien, on va être très 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 occupé sur cette fin d'année, sur cette rentrée, et puis sur les années qui suivent pour les films Marvel, entre autres. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire, et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, mettez la petite cloche, hein, il paraît que ça aide évidemment, et ça vous permettra de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, évidemment, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis à plus. Salut tout le monde.